Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, place à l'imaginaire, au festival Les Imaginales et à la fête des images à Épinal. C'est tout le week-end, on le découvre tout de suite. On commence tout de suite notre visite des Imaginales et la fête des images à Épinal en compagnie du maire, Patrick Nardin, bonjour. Bonjour. Alors là déjà ça a commencé il y a 2 jours déjà, vous avez beaucoup de chance niveau météo. C'était prévu. C'était prévu, tout était organisé pour sauver le beau jour. Combien de visiteurs attendus cette édition? Généralement on fait entre 40 et 45 000 personnes sur les 4 jours. C'est en tout cas un bon début pour nous. On a effectivement 2 jours derrière nous et puis on a samedi et dimanche qui sont généralement les jours qui font vivre le festival, puisque c'est ces 2 jours-là où on accueille énormément de monde. Le jeudi, nous avions, j'étais très heureux de voir des milliers de collégiens et lycéens envahir le cours venant de tout le département et qui ont animé toute cette journée dans les débats auprès des éditeurs, auprès des auteurs. Et ça, c'est une vraie symbolique et on en est fiers. Parce que je rappelle que oui, les Imaginales, c'est un salon international dédié à la littérature de science-fiction, de fantasy, de l'imaginaire. Cette année, pour la première fois, pour à peu près les 20 ans du salon, ça a fusionné, vous l'avez un peu fusionné avec la fête des images. Pourquoi cette décision? On a revisité un peu, si vous voulez, on souhaite augmenter le rayonnement de ce festival. On a un rayonnement qui est aujourd'hui régional et national, on a une ambition européenne. Donc il faut ouvrir le festival sur de nouvelles thématiques, la littérature bien sûr qui reste au cœur de l'ADN de l'Imaginal, des Imaginales, une littérature bien sûr de la fantaisie, de la science-fiction, mais aussi la littérature blanche, l'illustration, les illustrations, les jeux vidéo, en tout cas une ouverture à d'autres mondes, à d'autres univers. Et puis vous l'avez dit, j'ai fait le choix de consolider les 2 événements, tout simplement parce que la fête des images, c'est un événement avec une vraie qualité, c'est une création artistique, donc il y a vraiment de la qualité, chaque année un peu plus, elle a besoin d'une attractivité autre que ce qu'elle était. Et les festivaliers seront les meilleurs ambassadeurs de ce qui se fait ici en termes de création artistique quand ils reviendront dans leur territoire, région, autres pays, autres continents, puisque nous avons des festivaliers, des auteurs, des éditeurs qui viennent de très loin. Mais justement, le thème cette année, c'est le futur de la cité. Comment est-ce qu'il peut venir nourrir les réflexions sur votre propre ville à Épinal? Alors, c'est un thème que j'ai souhaité. Je l'ai proposé à notre nouveau directeur artistique, Gilles Francescano, tout simplement parce que les sociétés, les villes, sont face à de vrais défis. Et donc, je trouvais qu'il y avait une opportunité à faire travailler tous les acteurs du monde de l'imaginaire sur le futur de la cité pour imaginer, travailler, débattre de ce que doit être la cité demain, une utopie, bien sûr, le monde idéal, et l'objectif étant de pouvoir créer des passerelles entre tous les débats qu'il va y avoir ici autour de l'imaginaire de la cité, et puis ce que nous sommes en train de faire ici à Épinal, c'est-à-dire de construire la ville de demain avec les Spinaliens, cette ville qui doit être résiliente et qui doit faire face à ces défis environnementaux et sociétaux. On va voir ça par la suite. Merci Patrick Nardin de nous avoir éclairé sur les festivités. Nous, on se retrouve tout de suite avec Gilles Francescano. Gilles Francescano, bonjour. Bonjour. Alors on en a parlé un petit peu avec le maire Patrick Nardin tout à l'heure. Le thème de cette année, c'est le futur de la cité. Le futur de la cité, Comment effectivement. vous l'avez imaginé ce thème? Lorsqu'on en a parlé, puisque moi c'est donc ma première édition, ce qui fait qu'on avait pensé à un thème qui soit proche de la ville et qui implique effectivement une réflexion autour, je dirais, de la cité en termes de citadins et d'urbanisme. Et mes goûts vers la littérature de science-fiction m'ont poussé à aller un peu vers le futur. Donc c'était l'idée, voilà, comme ça, de réunir un petit peu des réflexions d'auteurs et d'autrices diverses autour de ce futur, de cette cité qui peut être aussi revisitée dans le passé, hein, en termes de dystopie, de revisitation du passé, des choses comme ça, et de voir comment
il pouvait mettre en place ou échafauder des sociétés et que ça puisse peut-être inspirer la mairie d'Épinal. Et d'ailleurs, vous l'avez précisé, c'est votre première édition en tant que directeur artistique. Du coup, comment est-ce que vous avez conçu cette édition? Est-ce que vous repartez sur le concept initial? Comment vous l'avez envisagé? L'idée c'était de s'inscrire dans la continuité, parce que je connais bien le festival depuis une vingtaine d'années puisque j'étais invité en tant qu'illustrateur. Donc c'est vraiment un festival qui a toutes ses particularités et qui est unique en France, de par le parc, de par les tentes, de par les Magic Mirror, de par la pluralité et de la population et de l'offre offerte. Donc l'idée c'était vraiment de continuer dans ce chemin en essayant d'apporter moi ce que je pouvais y amener et je crois que c'est réussi. Et vous l'avez dit aussi, vous êtes illustrateur aussi, donc vous connaissez quand même très bien ce milieu. Comment est-ce qu'il se porte, le milieu de la littérature de fantasy, de science-fiction, de l'imaginaire? J'ai envie de vous répondre pas plus mal et pas mieux qu'avant, entre guillemets. C'est-à-dire? Il y a beaucoup aujourd'hui d'offres. Sans repartir sur les 20 dernières années, mais en fait il y a quand même beaucoup de jeunes éditeurs, de nouvelles maisons d'édition qui se sont montées et qui à la grande surprise, ont fonctionné. Et donc, il y a une émergence de nouveaux talents chaque année. Le festival participe à ça, par exemple, avec les rencontres auteurs-éditeurs, qui nous permettent d'avoir de jeunes auteurs, de jeunes autrices qui vont se confronter au premier pitch auprès de l'éditeur. On souhaite développer ça, d'ailleurs, autour de la bande dessinée, avec des relations, par exemple, avec le Maghreb, avec des pays comme le Maroc, par exemple, des instituts nationaux des beaux-arts, là-bas, par exemple, qui font de la bande dessinée et qui seraient intéressés pour rencontrer des éditeurs en France. Donc le milieu se porte quand même assez bien finalement. Justement, on retrouve là sur le salon plus d'une centaine, presque 200 on est presque auteurs, à 140 auteurs et illustrateurs, autrices invités sous la bulle du livre, avec un gros turnover, parce que tous ne sont pas disponibles les 4 jours du festival. Et on a essayé vraiment d'offrir une offre assez variée. Moi cette année, disons, vu que le festival est quand même axé sur la fantaisie, avec les nombreux prix des collégiens, des scolaires, des lycéens qui sont décernés autour de romans de fantaisie, j'ai souhaité l'ouvrir à vraiment l'imaginaire en général, en incluant du polar, du thriller, de l'horreur aussi, avec mon coup de cœur, Morgane Cossarieux, qui fait dans le vampire. On va en parler. Voilà, merci de nous avoir éclairé sur votre vision du festival. Nous, on va s'intéresser justement aux auteurs avec 2 interviews d'auteurs que nos journalistes ont rencontrés, dont le coup de cœur Morgane Cossarieux. On regarde ça tout de suite. Alors le Fur la Cité, c'est plutôt de la science-fiction. Moi je suis plutôt épouvante fantastique. Et les deux en fait c'est des mauvais genres de l'imaginaire. C'est l'imaginaire en lui-même est un mauvais genre, mais la science-fiction et le fantastique sont un mauvais genre dans l'imaginaire parce que c'est la fantaisie qui se taille la part du lion. Et du coup ça fait plaisir de voir que Gilles redonne un petit peu ses lettres de noblesse à la science-fiction et au fantastique. Au cinéma et à la télévision, on voit de plus en plus, par exemple le film Titane a eu la Palme d'Or il y a quelques années. Mike Flanagan fait des séries d'horreur qui marchent beaucoup. Et c'est vrai qu'en horreur, alors que la littérature horrifique avait un grand succès il y a 30 ans avec la collection Pocket Terror, on la voit plus trop. Et moi, ça fait 10 ans que je me bats pour la faire exister. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir cette reconnaissance. Premièrement grâce au Diable Vauvert et ensuite grâce à Gilles qui le pousse aux Imaginales cette année. C'est un sujet très très important parce que nos sociétés sont de plus en plus citadines et il convient de réfléchir rapidement sur la façon dont on va organiser les cités parce que je pense qu'on est mal barré sur pas mal de plans, quoi. On a du retard ? Ouais, on a beaucoup de retard. On laisse un peu les choses se faire en espérant qu'il y aura un miracle, je sais pas, peut-être. Mais en attendant, les problèmes s'accumulent, et ce sont les cités qui sont les premières touchées. Ouais. Et c'est là qu'on voit la force de la science-fiction, c'est que ce qu'on lisait il y a 30 ou 40 ans est en train d'arriver. Mais je ne crois pas que les politiques aient tenu compte des avertissements donnés par la science-fiction il y a 30 ou 40 ans. Hélas, parce que les auteurs de science-fiction devraient être associés à la réflexion, parce que souvent c'est le seul espace de réflexion qui reste sur le futur. Les intérêts économiques sont tels, la pression économique est telle que les gouvernements ou les décideurs ne prennent pas le temps de réfléchir sur l'évolution. Et ça, c'est les auteurs de science-fiction qui le font. On poursuit notre émission en compagnie de Julia Brandon. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes auteur de romans, de votre premier roman d'ailleurs qui vient de paraître. Et vous exposez ici aux Imaginales pour la première fois. Alors votre roman Les Passagers, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors il y a plusieurs intrigues dedans. L'intrigue principale, c'est celle d'un père qui voyage dans le temps pour sauver sa fille. Je l'ai située dans une vallée imaginaire qui s'appelle Palia et dans laquelle vivent 2 catégories de personnes. Les élus, qui ont des pouvoirs, ils peuvent marcher sur l'eau, lire dans les pensées, puis ils peuvent avoir un 3e pouvoir. Donc c'est toute une catégorie de personnes qui ont leur code, leurs secrets, leur lieu. Et il y a aussi les personnes non élues qui cohabitent avec elles et qui du coup sont des personnes comme vous et moi. Et si je devais résumer le roman en une phrase, je dirais en fait que c'est la rencontre entre ces 2 mondes. Le monde de la magie, où tout est prétendument possible, et le monde réel, avec ses contraintes. Avec une quête en plein Une quête, milieu. oui, de vérité, une quête de soi sûrement aussi. Voilà, il y a un adolescent de 14 ans qui se pose beaucoup de questions sur lui. Je pense que c'est des sujets qui parlent beaucoup aux adolescents de notre époque, de l'acceptation de soi, le rejet, etc. Donc ça s'inscrit quand même dans un univers très fantastique, science-fiction. Il n'est pas votre univers de prédilection? Absolument pas. Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pour raconter cette histoire, j'avais pas le choix que d'avoir accès au fantastique. Donc du coup, j'ai dû créer mon univers fantastique avec mes codes. Aucune connaissance en la matière. Donc du coup, j'ai vraiment puisé dans tout ce que je connais, dans tout ce que j'aime, dans ce que je suis aussi, pour essayer de créer un univers qui, je pense, est assez unique, si on peut dire ça comme ça. Vous avez commencé en écrivant des nouvelles, donc quand même des formats plus courts, mais ça fait bien longtemps que vous avez commencé. Oui. Vous aviez 7 ans, c'est ça, 7 ans? Oui. Maintenant, c'est un roman de 300 pages. À peu près, oui. Et le premier d'une saga. Donc c'est ça, il y en a 3. C'est du lourd quand même. J'ai toujours écrit, donc mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 7 ans. Donc c'était absurde, mais c'était une jolie expérience quand même. Puis j'ai été publiée quand j'avais 12-13 ans, parce que je faisais les ateliers d'écriture du prix du jeune écrivain. Donc à la fin de chaque stage, ils faisaient une sélection de nouvelles et puis ils en publiaient certaines. Donc j'ai été publiée à ce moment-là. J'ai fait un stage sous la direction de Jean-Marc Dabadi aux éditions Actes Sud. Actes Sud, c'est ça. Actes Sud, à l'Imprimerie Nationale, et il m'avait toujours dit il faut que tu continues à écrire. Mais moi j'avais 15 ans et puis j'étais jeune, j'avais besoin de me construire. Mais sa voix m'a jamais quittée. Donc après il y a eu le confinement et je me suis dit c'est le moment en fait. C'est le moment de me relancer dans l'écriture et de retourner à ma première passion finalement. Aujourd'hui, ce roman, vous le présentez dans un salon littéraire qui rassemble une centaine, presque même 200 auteurs, illustrateurs du milieu. Qu'est-ce que ça fait de venir sur un tel salon ? Moi, je connaissais pas ce salon, mais c'est mon éditeur qui m'a envoyé ici. Et puis, c'est une chouette expérience. Alors, c'est assez émouvant quand même de promouvoir son livre. Enfin, on devient quelqu'un. Étonnamment, enfin quelqu'un, c'est un grand mot, mais on a l'impression d'exister quand même en tant qu'auteur. Donc c'est très agréable. Rencontrer un public potentiel, des collègues. Oui, il y avait une adolescente qui est venue juste pour moi et j'ai trouvé ça très mignon. C'était très touchant. Bon, c'est une belle expérience en tout cas. Merci, c'est gentil. Sur le festival et à Épinal aussi, parce Merci. que vous n'êtes pas ici, vous venez de Marseille. Oui, je viens de Marseille. C'est une jolie ville, ça fait du bien, il fait beau. On a agréable. De la chance, oui. On a vraiment de la chance. Et bien voilà, merci de nous avoir éclairé sur votre parcours. On peut vous retrouver donc sur le salon jusqu'à dimanche. Quant à nous, on va s'intéresser au body painting. C'est un des événements phares des Imaginales. On le regarde tout de suite dans un reportage tiré de nos archives. Quand la peinture devient une seconde peau, pas besoin de costume pour incarner ces impressionnantes créatures. Ce matin, Nadia était encore une femme parmi les autres, mais après 6 heures de maquillage et de coiffure, la voilà transformée en méduse. Elle-même a du mal à se reconnaître. Ah, génial! Wow, c'est magique en fait, la transformation, c'est... déjà la qualité, la beauté des photos et puis le fait de se voir enfin finalisé au bout de tant d'heures de travail avec la collaboration de la coiffeuse, de l'artiste, etc. Je trouve que c'est exceptionnel, c'est magique en fait, on est contente, je suis contente du résultat. Ce dimanche après-midi, une trentaine d'artistes est venue de toute la France aux Imaginales pour participer à la plus grande rencontre de body painting du pays. Kazim a laissé faire son imagination. Il est presque prêt pour le défilé.
Je suis en train de terminer mon body painting, encore quelques retouches à faire. Pour lui, le corps du modèle est un peu comme une toile vivante. Le corps il est en 3 dimensions, donc il faut prendre en compte les formes du corps. Le corps il bouge, il faut une certaine expérience et puis c'est surtout la vitesse. Il faut travailler vite parce qu'on ne peut pas reprendre plus tard, il faut terminer au plus vite possible. Cette année, le thème des créatures a beaucoup inspiré les body painters. Dans les allées du parc du Cours, ces étranges silhouettes féeriques ne laissent pas indifférents. J'adore les couleurs, je fais de la peinture déjà moi-même et donc là, toutes ces variétés, en plus de thèmes, de couleurs, c'est superbe. Vous avez une préférence ? Pas pour l'instant, non, tout est vraiment joli, c'est à voir. Enfin, moi je viens tous les ans donc j'apprécie le spectacle. Après la remise du prix des Imaginales dans les différentes catégories samedi soir au Salon Perdu, la 17e édition du Festival de littérature fantastique s'achève sur une touche colorée, de quoi en mettre plein la vue afin de patienter jusqu'à l'année prochaine. On se retrouve pour cette dernière partie d'émission dans une autre ambiance presque nocturne en compagnie de Marie-Jeanne Gauthier. Bonsoir. Bonsoir. Donc on est à la Fête des Images, l'autre penchant des Imaginales pour cette année pour la première fois. Alors, est-ce que vous avez gardé le concept initial ? Alors oui, dans le principe, ce sont à peu près les mêmes surfaces qui sont mises en valeur et les mêmes éclairages des bâtiments, mais il y a une évolution qui se profile pour les autres années, d'arriver à travailler, de faire travailler essentiellement des étudiants de leur état de début, c'est-à-dire quand ils sont novices dans le mapping, et jusqu'à une professionnalisation. Donc on a justement sur le tribunal un élève qui vient de loin, qui a fait un premier workshop, puis qui a travaillé sur le beffroi. Et cette année, il a la chance de faire le tribunal, qui est un support assez incroyable. Vous avez parlé de mapping, qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'on peut définir ça ? Alors on peut le définir très simplement. Le mapping, en fait, c'est de la projection d'images vidéo sur un support, en volume ou pas. Mais en fait, on doit s'adapter au support qui est souvent architectural. Mais ça peut être aussi projeté sur une voiture, projeté sur... Le mapping, c'est vraiment de la vidéo adaptée à un support. Donc on joue avec les reliefs déjà existants ? On s'adapte à ça, on en tient compte, oui. Oui, on transforme éventuellement le bâtiment en diverses choses. Et le thème de cette année, en tout cas pour les Imaginales, je pense que c'est le même pour la Fête des Images, c'est la cité du futur, le futur de la cité. Le futur de la cité, comment est-ce que les créateurs cette année l'ont adapté ? Alors, ça a été pour eux assez difficile parce qu'en fait, ça peut paraître un thème un peu banal et revu. Et en fait, ils s'en sont un peu éloignés et ils ont tous eu une écriture assez particulière et très personnelle sur ce sujet-là. En fait, ils ont vu aussi l'aspect humain de la cité du futur, pas uniquement l'aspect architectural, ce qu'on aurait pu penser dans un premier temps. Donc je suis assez fière de leur travail dans l'ensemble. Donc il y a des créations originales cette année. Oui, c'est des créations originales. Donc en fait, la place des Vosges intervient est quelque chose qui a été repris. Mais sinon, ce sont les élèves qui ont fait les créations sous mon accompagnement pour pouvoir un peu garantir la qualité. Et c'est bien réussi cette année. Et en fait, ce qu'on a commencé à ébaucher cette année, c'est l'idée d'un parcours. C'est-à-dire pour lier 2 événements. Un événement qui est les Imaginales et la Fête des Images, qui ont lieu maintenant à la même date. C'est quand même une nouveauté. Pour relier ces 2 événements, on a imaginé de faire un parcours. En fait, c'est parti de l'affiche qu'on voit, qu'on connaît bien, ce personnage qui donne la lumière. Et en fait, j'ai imaginé, parce que je me suis occupée de ces ponctuations dans le parcours, c'est des ponctuations géographiques qui reprennent la thématique de l'affiche. Et par exemple, il y a une boule d'eau qui sort et qu'on voit rebondir à plusieurs endroits. Et en fait, ça guide le chemin du spectateur pour qu'il sache qu'il est toujours dans l'espace qui a été scénographié avec du mapping. Avec du mapping et en lien toujours avec les Imaginales. Oui, toujours bien chercher les deux, chercher ce lien, et c'est vers ça qu'on va évoluer certainement l'année prochaine, évoluer vers quelque chose qui sera vraiment plus lié encore aux Imaginales, et surtout de mettre en valeur ce parcours de l'élève qui ne connaît pas du tout le mapping, on va l'appeler le néophyte, et qui petit à petit, en plusieurs années, on va le suivre, et ce sera sans doute un nouvel ADN de la ville. Ils sont déjà bien intégrés, ils ont bien intégré le concept de la formation, mais là, ça va vraiment être l'idée de développer un néophyte qui va devenir un professionnel en quelques années sur différents supports de la ville, et peut-être même l'idée de s'ouvrir
à l'étranger, du moins en Europe. Ça parce qu'on trouve déjà des artistes, des créateurs qui viennent de partout en France, dont voilà, des jeunes étudiants en formation artistique qui viennent de partout en France. Le but, c'est que le festival leur serve de tremplin, de vitrine. Oui, voilà, en fait, c'est de devenir une vitrine, mais dans la formation de cette technique qui est quand même assez particulière. Et c'est ce qui n'existe pas ailleurs, parce que pour l'instant, il y a des festivals de mapping un peu partout, même qui s'adressent à des jeunes créateurs. Mais là, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur plusieurs années. Voilà. Okay. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur un peu le passé, le présent, le futur du festival de la Fête des Images. Nous, quant à nous, on va s'intéresser à l'actualité de la communauté d'agglomération d'Épinal avec les infos de la semaine. Signature officielle et pose du premier bois de la nouvelle médiathèque de Golbet jeudi dernier, un bâtiment qui se veut exemplaire en matière environnementale, installation de panneaux photovoltaïques, d'une pompe à chaleur par aérothermie et utilisation de matériaux biosourcés, un projet à l'initiative de la communauté d'agglomération d'Épinal, coût total estimé à près de 2 800 000 €, financé à hauteur de 80% par l'État, le département et la région. Des travaux nécessaires puisque les locaux de l'ancienne bibliothèque multimédia intercommunale étaient devenus trop exigus. La nouvelle médiathèque disposera d'une surface de 990 mètres carrés, de quoi permettre d'accueillir jusqu'à 4 fois plus de visiteurs qu'actuellement. Fin des travaux prévus au premier semestre 2024. Exit la fête, place au rendez-vous de la biodiversité pour les 10 ans de cette manifestation à Épinal, de retour du 1er au 15 juin prochain. Changement de nom, mais pas de vocation, avec de nombreuses animations, gratuites en très grande majorité, portant cette année sur le thème de la santé et de l'environnement. Parmi les temps forts pour le grand public, une balade à énigmes, le samedi 4 juin au départ de la place Georgin, de 14h30 à 16h, sur les chemins de l'eau et de la biodiversité, avec le concours de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Jardinage, sylvothérapie, ateliers cosmétiques ou cuisine sont également au menu. Programme intégral sur le site de la ville d'Épinal. De faire la même chose. Rencontre entre artistes et futurs artistes. Les étudiants de l'école supérieure d'art de Lorraine se sont rendus mercredi à la Lune en parachute afin d'échanger avec Robert Cahen, qui expose actuellement à la Plomberie à Épinal. Une après-midi autour du travail du vidéaste et compositeur de musique contemporaine à l'œuvre reconnue sur le plan national. Les élèves ont pu découvrir 5 œuvres axées sur la notion de temps et plus particulièrement sur le ralentissement de l'image permettant de rendre visible l'invisible. L'exposition qu'ils partagent avec 2 autres artistes est visible jusqu'au 13 juillet. Il porte bien son nom, le festival Le Parc Enchanté qui avait lieu le week-end dernier à Thaon-les-Vosges, car riche en musique et en chansons. Une 3e édition où plusieurs artistes spécialisés dans la comptine pour enfants se sont produits, comme le spinalien Philippe Roussel, co-organisateur avec la municipalité. L'événement familial a réuni plus de 2000 personnes et s'est conclu avec Gérard Dalton, un artiste ayant sorti une 12aine d'albums et primé au Festival d'été de Québec. Pour renouveler l'expérience, la ville de Thaon lance un appel aux bénévoles qui souhaiteraient participer à l'élaboration de la prochaine édition. Vous avez vu derrière moi, les illuminations commencent et nous, c'est déjà l'heure de nous quitter. Mais les festivités continuent jusqu'à dimanche. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel hebdo.